Bonjour à toutes et à tous. La FCCF, via le Hub des solutions, a le plaisir de répondre à un besoin exprimé par ses membres en traitant le thème du droit d'auteur. Pour ce faire, nous avons une invitée de marque, avocate et agente de marque de commerce, présidente et fondatrice de MLS Légal, Maître Madeleine Lamotte-Thompson. Maître, pouvez-vous vous présenter en une minute? Oui, alors, ça fait d'abord merci de m'avoir avec vous. Donc, euh, je suis avocate depuis plus de 20 ans dans le domaine en particulier du droit d'auteur et des marques de commerce, mais mon dada est le droit d'auteur. Donc, c'est ça qu'on est ici pour discuter aujourd'hui. Donc, je représente différents types de clients dans ce domaine-là, que ce soit en télé, en musique, en édition littéraire et d'autres domaines, puisque le droit d'auteur ne touche pas seulement que le secteur culturel, mais touche également tout, tout dessin, toute œuvre qui pourrait être créée dans la société. Je comprends qu'on est là aujourd'hui pour parler davantage de ce qui intéresse le secteur culturel. Donc, ça va être un plaisir pour moi de répondre à vos questions, Chérif. Ouais. Donc, avant de parler du secteur culturel, donc là, notre thème d'aujourd'hui, c'est le droit d'auteur. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler d'une manière globale? Autrement dit, c'est quoi au juste le droit d'auteur? Oui. En fait, le droit d'auteur protège trois grandes catégories d'objets, si on veut. Alors, on protège d'abord les œuvres dramatiques. Je pense à des pièces de théâtre, je pense à des œuvres cinématographiques, des œuvres musicales. Évidemment, tout le monde sait ce que c'est qu'une œuvre musicale. Des œuvres artistiques, donc peinture, sculpture, autres œuvres artistiques et les œuvres dramatiques originales, excusez-moi, les œuvres littéraires originales. Les œuvres littéraires, évidemment, on pense à des articles, des revues, des livres, etc., mais on parle également de logiciels dans les œuvres littéraires. Le logiciel est considéré comme une œuvre littéraire dans la loi. Donc, ce sont des œuvres qui doivent être originales, c'est-à-dire ne pas être copiées sur quelqu'un d'autre et faire preuve d'un minimum de talent et de jugement de la part de l'auteur. Comment dire, le droit d'auteur ne couvrira pas une simple, par exemple, un bottin téléphonique où on a fait commettre des personnes en ordre alphabétique. Ça, c'est pas assez original pour susciter une protection. Et le niveau d'originalité est quand même assez bas. Donc, la plupart des œuvres dans les domaines dont je viens de parler sont protégées. Il y a la deuxième catégorie, les prestations d'artistes-interprètes. Donc, qui ne sont pas nécessairement les auteurs, par exemple, d'une chanson, mais qui sont les personnes qui vont prêter leur voix à la chanson ou à d'autres œuvres. Donc, les prestataires les interprètes de prestations ont également un droit d'auteur, c'est plus récent. Ça date de 1997, par contre. Pardon. Et il y a également la protection des enregistrements sonores. On pense évidemment à des disques, à des pièces enregistrées d'œuvres musicales. Donc, le producteur de ces enregistrements sonores-là a également droit, en vertu de la loi sur le droit d'auteur, à une protection. Donc, ce sont les trois grandes catégories de protection. Maintenant, qu'est-ce que ça donne, avoir un droit d'auteur? Évidemment, il y a une protection, mais ça donne quelque chose. En fait, ça donne une espèce de petit monopole. Donc, ça donne le droit exclusif à son titulaire d'autoriser ou d'interdire certains actes. Donc, ces actes-là sont, je donne une liste qui n'est pas nécessairement exhaustive, mais pas mal. Donc, l'acte de produire ou reproduire l'œuvre ou l'autre objet du droit d'auteur, le droit de communiquer cette œuvre-là au public par télécommunication. On pense à Internet, la télé, la radio. Mettre à la disposition du public ces œuvres-là, par exemple, en les mettant sur Internet. Présenter l'œuvre en public. Quand on pense à une œuvre cinématographique ou une œuvre théâtrale, présenter cette œuvre-là en public. Adapter ou traduire l'œuvre, c'est également un acte réservé. Et, par exemple,
transformer un livre en œuvre cinématographique, c'est également un acte réservé, et autoriser chacun de ces actes-là. Donc, qui dit que ce sont des actes exclusifs, dit j'ai le droit de demander à quelqu'un de cesser de faire ces actes-là, et ça donne le droit également de céder mon droit en tout ou en partie ou de donner des licences à d'autres sur mes droits exclusifs. On pense par exemple à un producteur télé qui donne une licence à un diffuseur pour faire la diffusion de l'œuvre cinématographique puisqu'il ne fera pas la diffusion lui-même de son œuvre cinématographique. On pense à l'auteur d'un livre qui va donner la permission, une licence ou une cession à un éditeur pour que l'éditeur fasse rayonner son œuvre. Donc, c'est ce qu'on peut faire avec notre droit d'auteur. Alors, le droit d'auteur dure la vie de l'auteur plus 50 ans et maintenant 70 avec le changement récent qu'il y a eu dans la loi. Et le droit d'auteur comprend également le droit moral. On va parler du droit moral plus tard parce que c'est une bébite un petit peu plus particulière. Donc, tous les droits dont j'ai parlé tout à l'heure sont des droits qui sont monnayables et transférables. On peut le découper en territoire. Je peux céder mes droits pour un pays, pas pour l'autre. On peut le découper en type de droit. Je peux décider de céder ou donner en licence mon droit de traduire mon œuvre sans nécessairement me départir de tous mes droits. Donc, c'est vraiment à la pièce, c'est un droit économique. Donc, ça, c'est le droit d'auteur dont on parle dans le droit d'auteur. Ouais. Ouais, donc, ça, c'est une vision globale du droit d'auteur, d'une manière générale. Maintenant, la question qui nous intéresse particulièrement, c'est quelles sont les principales exclusions liées au secteur culturel? Puisque nous, on fait partie beaucoup plus d'un secteur culturel et artistique. Oui, c'est ça. Alors, tout le monde, pas mal tout le monde qui nous écoute a probablement entendu parler de l'utilisation équitable ou en anglais fair dealing. Donc, ça, c'est une des exceptions principales dans la loi sur le droit d'auteur qui va toucher le secteur culturel. Donc, l'utilisation équitable, c'est reconnu par la loi comme le droit de quelqu'un de faire certaines utilisations sans demander la permission ou sans payer le titulaire du droit d'auteur. Donc, par contre, il faut rentrer dans une des catégories reconnues par la loi, qui sont les suivantes. La parodie ou la satire. Pensons par exemple au bye-bye de fin d'année où on va parodier certaines chansons populaires de l'année ou certains téléromans populaires de l'année. On n'a pas besoin de demander la permission pour faire cette parodie ou cette satire-là. En autant que ça soit équitable, et on va en parler après. L'étude privée, donc je fais des photocopies à la bibliothèque pour mon propre usage. Je fais un mémoire de maîtrise, je fais des photocopies à la bibliothèque. Je n'ai pas besoin de demander la permission. Recherche, un peu le même principe, sauf que recherche a été reconnue comme étant un peu plus large. On a même reconnu que les petits extraits de chansons qu'on pouvait écouter sur, par exemple, iTunes, quand on essaie de choisir quelle musique on va acheter, les petits extraits qu'on entendait ont été considérés par les tribunaux comme de l'utilisation équitable pour fin de recherche, donc l'utilisateur faisant une recherche de chansons. Il y a une nouvelle exception qui a été ajoutée dans la loi en 2012. Vous me direz que 2012, c'est pas si récent que ça, mais effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de jurisprudence là-dessus. Il y a la notion d'utilisation équitable pour fin d'éducation. Donc, on comprend qu'éducation peut être un terme utilisé à bien des sauces. Il n'y a pas vraiment eu beaucoup de jurisprudence sur éducation. Il y a l'utilisation équitable pour fin de critique ou de compte rendu. Alors, par exemple, je suis un critique, j'ai été voir une pièce de théâtre, j'en fais la critique à une émission de télé et je mets des extraits de la pièce de théâtre pour les fins de ma critique ou mon compte rendu. À ce moment-là, je n'ai pas besoin de libérer les droits d'auteur sur les petits extraits que je vais utiliser, en autant que je mette un crédit.
C'est-à-dire que je donne, quand je présente les extraits, que je mette un petit super ou quelque chose qui va indiquer la source et d'où provient la pièce, qui est l'auteur et la source des extraits que je mets. Finalement, il y a la communication de nouvelles. Par exemple, il arrive une nouvelle, nouveau spectacle de Madonna, on met des extraits, c'est de la communication de nouvelles, en autant que ce soit contemporain, on n'a pas besoin de libérer les droits, toujours sous obligation de mettre un crédit mentionnant la source également. Donc, si quelqu'un souhaite utiliser une œuvre ou un autre objet de droit d'auteur en utilisant les exceptions, il faut quand même que cette utilisation-là soit équitable. Autrement dit, je ne peux pas faire n'importe quoi sous prétexte que c'est de la parodie, de la critique, etc. Donc, la jurisprudence a établi 6 critères pour déterminer si une utilisation était équitable. Je vous les nomme. Le but de l'utilisation, évidemment, ça va être plus équitable si ce n'est pas trop dans un but commercial et si ça ne remplace pas le marché principal de l'œuvre. La nature de l'utilisation, l'ampleur de l'utilisation. Évidemment, si je prends toute l'œuvre au complet, ça va être moins équitable que si je prends un extrait seulement qui est suffisant pour donner la critique ou le compte-rendu, par exemple. La nature de l'œuvre, donc évidemment, il y a des œuvres qui se prêtent davantage à une utilisation équitable. Les solutions de rechange à l'utilisation, est-ce que j'aurais pu faire autrement que d'utiliser l'œuvre sans payer? Et l'effet de l'utilisation sur l'œuvre, c'est-à-dire est-ce que je nuis à l'œuvre en utilisant l'œuvre comme ça? Donc, le but étant que l'on ne nuise pas à l'œuvre, puisque cette utilisation-là serait pour des fins qui font que la personne qui m'écoute faire ma critique, mon compte-rendu, ma parodie, ne va pas ne pas aller au cinéma voir le film. Alors, c'est ça le but, que ce soit équitable. Donc, dans le domaine culturel, évidemment, les ayants droit, les titulaires de droits d'auteur sont très confrontés à des arguments d'utilisation équitable. On pensera, j'ai un exemple récent, on pensera au Parti conservateur qui avait utilisé des extraits de nouvelles où on voyait Justin Trudeau dire des choses. Dans leur publicité électorale, Radio-Canada a poursuivi le Parti conservateur et a perdu parce que la Cour a déterminé que l'utilisation de ces extraits-là de nouvelles, même pour des fins partisanes comme ça, c'était de la critique et du compte-rendu. Donc, on peut ne pas être d'accord avec ça. On pense, par exemple, souvent aussi au documentaire. Alors, si je fais un documentaire et je veux utiliser des extraits, par exemple, de nouvelles, d'événements passés, est-ce que c'est de la critique ou du compte-rendu? Il y a des gens qui voudraient que, dès que c'est un documentaire, que tout soit équitable et qu'on ne libère rien. Il n'y a pas vraiment de jurisprudence claire encore à ce niveau-là, mais donc, dans le doute, on libère les droits, mais c'est un défi pour les titulaires de droits d'auteur de voir leurs œuvres utilisées souvent de manière qui peut être perçue comme de l'utilisation équitable. Je pense aussi à des sites de fans d'émissions ou autres. Donc, est-ce que l'utilisation d'extraits que font les fans sur leur site Internet ou sur leurs réseaux sociaux, est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est de la critique et du compte-rendu? Parce qu'évidemment, ça peut être une critique positive. À voir, ça va dépendre de l'ampleur, etc. Donc, c'est toutes des questions très intéressantes et qui touchent le secteur culturel et on a plus souvent qu'on peut penser ces débats-là, puisqu'il y a toujours souvent, en fait, pas toujours, mais dans beaucoup de secteurs, des assurances qu'il faut aller chercher. Et les assureurs vont regarder si on a libéré les droits ou non sur les œuvres qu'on utilise à l'intérieur d'une autre œuvre ou dans un autre produit culturel. Donc, le débat se fait parfois lorsqu'on a
la vérification là, de la part des avocats de l'assureur pour déterminer si le risque est correct pour le produit culturel en question. Deuxième catégorie d'exceptions qui touche quand même le secteur culturel, c'est ce qu'on appelle en anglais le User-Generated Content, le contenu généré par les utilisateurs. Donc, il y a une exception qui est relativement nouvelle dans la loi qui dit que de faire certaines utilisations pour des fins personnelles, cela ne viole pas le droit d'auteur. Donc, il faut que ce soit une utilisation par une personne physique, donc pas une compagnie, à des fins non commerciales pour créer une nouvelle œuvre. Donc, je veux faire un montage, je veux faire mon vidéoclip pour mon plaisir personnel, je veux faire un montage de plein de vidéoclips de Michael Jackson, par exemple, pour créer ma propre œuvre, qui est comme un melting pot, etc. Donc, si je le fais pour des fins non commerciales, ça pourrait passer. Ensuite, on doit mentionner la source pour que l'exception s'applique. Et il faut que la personne qui l'utilise pour une nouvelle œuvre, croit pour des motifs raisonnables que l'œuvre ou l'objet ou la copie de celui-ci qu'elle utilise n'est pas contrefaite elle-même. Donc, autrement dit, ça ne rend pas. Le fait d'utiliser une œuvre qui est illégalement sur Internet ne rend pas mon œuvre légale. Il faut que ma source soit légale et qu'il n'y ait aucun effet négatif important, pécuniaire ou autre, sur l'exploitation actuelle ou éventuelle de l'œuvre originale dont on a pris des extraits. Donc, si on en revient au site de fans, par exemple, est-ce que le fait que mon fan va faire un montage, etc., et qui n'obtient aucune rémunération pour la mise en ligne de ce genre de contenu-là, est-ce que ça va passer pour du contenu généré par l'utilisateur? Possiblement. Possiblement. On a au Canada également une exception pour utilisation à des fins privées. Alors, il y a eu un changement dans la loi. En 1997, on a créé un régime de copie privée. Donc, c'était à l'époque un régime payant, c'est-à-dire on enlevait la responsabilité, par exemple, aux individus qui copiaient des CD ou copiaient de la musique sur des cassettes dans le temps. On leur dit, mais vous ne ferez pas poursuivre pour avoir fait votre propre cassette, votre propre mix pour le party de Noël chez vous, mais en échange, on va assurer aux ayants droit, donc tous les ayants droit, le titulaire de l'œuvre, le titulaire du droit d'auteur sur l'enregistrement sonore et l'artiste-interprète, on va lui garantir un certain revenu en prélevant une redevance sur la vente de CD vierges, de cassettes vierges. C'est un système qui a relativement bien fonctionné pendant, je dirais, une vingtaine d'années jusqu'à récemment. Mais les supports sur lesquels ce système-là s'appliquait sont devenus désuets et la Commission de droit d'auteur a refusé d'intégrer de nouveaux médiums à ce régime-là. Par exemple, les disques durs d'ordinateur. Par exemple, à ce moment-là, les mémoires des téléphones ou les mémoires voyons, j'oublie le nom, là, mais des enregistreurs audio numériques Apple, par exemple. Donc, ça a fait que le système de copie privée, qui était dans le fond un deal entre la société et les utilisateurs qui disait, regarde, c'est correct, tu peux faire tes copies, par contre, tu vas payer un peu plus cher ta cassette, ton CD vierge, pour compenser les titulaires de droit d'auteur, parce que c'est difficile d'aller faire respecter ton droit dans la maison privée de gens. Donc, ça donnait quand même des revenus intéressants, semble-t-il, aux ayants droit. Par contre, avec la réforme de 2012, on a créé une exception pour utilisation à des fins privées, mais sans rémunération cette fois-ci.
Donc ça a été un coup sur, ça a mis un peu la hache encore plus dans le système de copie privée, en plus de la désuétude des objets qui étaient couverts. Donc maintenant, je peux faire comme individu une copie pour des fins privées sans payer quoi que ce soit à personne. Donc, ça ne constitue pas une violation de droit d'auteur si je reproduis pour des fins privées une copie d'œuvre ou d'autres objets du droit d'auteur qui n'est pas une contrefaçon elle-même. Si j'ai obtenu le premier exemplaire légalement, autrement que par emprunt ou location. Donc, je peux pas aller à la bibliothèque et emprunter un disque, un DVD, un livre et faire une photocopie. C'est pas, je l'ai acquis et que je l'ai payé. Je dois être propriétaire du support ou de l'appareil sur lequel est reproduite l'œuvre. Et je dois ne pas être en train de contourner une mesure technique de protection. Parce qu'il y a des mesures technologiques de protection que les titulaires peuvent mettre, par exemple, sur un DVD. Ça ne sera pas possible de le copier à cause de mesures technologiques. Si je contourne ça, l'exception ne s'applique pas à moi. On ne doit donner la reproduction à personne, donc ça doit vraiment être pour mes fins personnelles. Et on utilise la reproduction qu'à des fins privées. Je ne peux pas inviter des gens chez nous et leur faire payer le billet de cinéma pour présenter une copie. Donc, ça a donné un coup parce que maintenant, toutes ces copies privées-là qui étaient dans quelque sorte rémunérées dans le passé ne le sont plus. Donc, ça a un peu tué là, les revenus additionnels que les gens qui bénéficiaient de la copie privée avaient par le passé. Okay. Il y a d'autres exceptions dans la loi, dont des exceptions pour les institutions d'enseignement, les archives, les bibliothèques. Je ne rentrerai pas dans ces exceptions-là, elles sont très techniques et n'ont pas été beaucoup testées encore en jurisprudence. Mais voici, là, j'ai parlé des exceptions qui sont quand même plus pertinentes au secteur culturel. C'est pas toujours une nouvelle, dépendamment de quel côté on se situe. C'est vrai que la thématique du droit d'auteur, c'est vraiment large et vaste. C'est qu'on peut s'approfondir encore et encore. Exact. Ouais. Exact. Donc, je pense qu'on est correct dans le temps, dans notre présentation. Est-ce que je me trompe? Oui, on est correct. Parfait. Donc, moi, j'ai un mot qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. Vous avez parlé du droit moral. Oui. Donc, pouvez-vous nous en dire plus? Quelles sont les protections qu'il offre d'une manière générale? Oui. Alors, tout à l'heure, je parlais des droits, qu'est-ce qu'on peut faire, ne pas faire avec le droit d'auteur. Ça, c'est des droits économiques, c'est des droits qui peuvent être transactionnels. Le droit moral est plutôt un droit qui est propre à l'auteur, qui est rattaché à sa personne, comme une extension un peu de sa personnalité. Donc, c'est un droit qui n'est pas cessible, qui ne peut pas être cédé ou donné en licence. On peut soit y renoncer ou ne rien faire avec, mais on ne peut pas le céder ou le concéder. Donc, le droit moral porte sur deux volets. Le premier, c'est le droit d'être reconnu comme auteur de l'œuvre, c'est-à-dire le droit à la paternité de l'œuvre, même sous pseudonyme. Donc, c'est un droit de se faire publier, par exemple, sous un pseudonyme et que ce pseudonyme-là soit toujours attaché à l'œuvre. Ou même le droit à l'anonymat fait partie du droit moral. Pour quelqu'un qui ne voudrait pas être identifié, c'est un droit de ne pas être identifié à l'œuvre. Et ça, c'est un premier volet. Donc, on pense à des crédits dans un générique de film. On parle évidemment d'une couverture de livre. On parle de crédit photo lorsque on voit des photos publiées sur Internet, on a un crédit photo. Ou dans un programme, dans un spectacle, on a des crédits photos. Donc, ça, c'est le droit moral qui fait en sorte qu'on a cette obligation-là. Il y a un deuxième volet qui est le droit à l'intégrité de l'œuvre. Alors, puisque mon œuvre, c'est le produit de ma personne, si on veut, j'ai le droit en tant qu'auteur que l'œuvre ne soit pas d'une manière préjudiciable à mon honneur ou à ma réputation, modifiée
démoli, déformé, mutilé, etc. Ou utilisé en liaison avec un produit, une cause ou un service ou une institution sans mon consentement. Donc, on pense, par exemple, tout de suite, quand on pense à ça, on dit si je suis un artiste, je ne veux pas que ma chanson nécessairement soit utilisée sans mon consentement pour vendre du Pepsi ou des voitures. Donc, j'ai le droit de dire non, même si j'ai cédé mes droits à quelqu'un d'autre qui va exploiter mon CD ou mon disque, mon album ou mettre mes chansons sur Spotify. J'ai le droit de dire non, je ne veux pas que mon œuvre soit associée à des choses comme ça. Ou je ne veux pas que mon œuvre soit associée, par exemple, à un mouvement. Gilles Vigneault, dans le temps, avait poursuivi le gouvernement fédéral parce que le gouvernement fédéral avait utilisé une chanson de Gilles Vigneault pour promouvoir le Canada. Alors qu'on savait très bien que Gilles Vigneault était une personne souverainiste. Donc, il avait poursuivi, je ne me souviens pas s'il a gagné ou pas. Il y a une présomption qui existe pour les œuvres artistiques. Donc, on dit que toute déformation, mutilation, autre modification d'une peinture, d'une sculpture, d'une gravure est réputée préjudiciable. Donc, pour ce type d'œuvre-là, je n'ai pas à prouver que ma réputation a été entachée. Il s'agit qu'il y ait une déformation, etc., d'une de ces œuvres-là pour qu'il y ait un droit. Il y a un exemple concret qui est arrivé, qui est un exemple assez connu. Il y avait le sculpteur, M. Sino, qui avait une œuvre permanente, de manière permanente, au Centre Eaton de Toronto, qui était une volée d'oies, une volée d'oies. Et dans le temps des fêtes, les propriétaires du centre commercial, on dit on va mettre des belles boucles rouges autour des oies, ça va être chouette pour Noël et tout. Et M. Snow s'est plaint de ça. Il a obtenu une injonction pour faire cesser les boucles. Ben, il a dit, moi, mon œuvre, ce n'est pas des oies avec des boucles, c'est des oies dans la nature, représentant le Canada, etc. Donc, les boucles, ça apporte atteinte à mon honneur et à ma réputation. Étant donné souvent les montants en jeu qui ne sont pas tellement élevés en droit moral, il n'y a pas tant de causes qui se rendent au bout. Donc, on utilise beaucoup la cause Sino parce que c'est une des seules là, qui s'est rendue devant les tribunaux avec un jugement, etc. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut empêcher par le droit moral, même si on a donné nos droits économiques à quelqu'un d'autre. Donc, voilà pour le droit moral. Il y a, c'est souvent accessoire à une poursuite en droit d'auteur pour les droits économiques, justement parce que je pense que M. Snow, il a eu 3 000 comme dommage. Donc, c'était vraiment, il fallait le faire pour le principe, mais pas tout le monde qui a les moyens de ces principes. Donc, ça ne va pas souvent à la cour, les droits, juste le droit moral. Oui, mais ça reste quand même intéressant d'en avoir une idée claire et de savoir ce que c'est qu'un droit moral. Exactement, exactement. Et puis, si je peux ajouter, dans, dans, dans le domaine artistique, évidemment, on respecte beaucoup plus le droit moral que dans d'autres domaines. Par exemple, si je travaille chez Microsoft et que je suis un employé et que je participe à la création d'un logiciel, ben, on ne me donnera pas un crédit là, quand je vends chaque copie du logiciel Microsoft. Souvent, ces gens-là, on leur demande de renoncer à leur droit moral, mais ce n'est pas des gens, c'est des gens souvent qui sont salariés, ce n'est pas des gens qui sont des artistes au sens culturel du terme. Donc, ces gens-là vont renoncer assez facilement à leurs droits moraux. Par exemple, aussi, quelqu'un, je suis une compagnie et je demande à un artiste graphiste de me faire un logo pour ma compagnie, bien, je ne vais pas toujours lui donner un crédit, il va renoncer à son droit. Donc, c'est vraiment, on s'adapte à l'industrie, mais quand on parle d'industrie culturelle, évidemment, les gens vivent de leur réputation, vivent de leur crédit. Donc, c'est là que le droit moral est important. Ouais. Ben, merci. J'ai une question. Bon, c'est une question un petit peu qui me vient comme ça. Donc, suite à toutes ces informations qu'on a écoutées et qu'on a récoltées aujourd'hui,
Donc, je me dis quels sont les principaux défis auxquels font face les titulaires du droit d'auteur en ce Oui, qui concerne la protection de leurs droits. ouais. En fait, le premier défi qui me vient en tête, c'est l'accès à la justice. Parce que c'est pas toujours des millions de dollars de dommages, c'est pas toujours facile de démontrer devant un tribunal qu'est-ce que le dommage exactement, qu'est-ce que c'est le dommage exactement quand on a copié une œuvre ou tout ça. Le dommage est souvent est très moral, si on veut. Souvent, ça ne représente pas, évidemment, le secteur culturel n'est pas le secteur le plus riche. On n'est pas aux États-Unis ici, là. Donc, la perte de revenus n'est pas toujours faramineuse. Donc, de se battre en cours pour aller récupérer des dommages ou les profits de l'autre personne, bien souvent, ça va coûter plus cher en frais d'avocat que ce qu'on va aller chercher. Donc, c'est dommage, ça fait partie des. En fait, c'est un problème d'accès à la justice dans d'autres domaines aussi, mais en droit d'auteur, c'est particulier. Euh, on a vu également depuis 2012 dans la loi de 2012, c'est la réforme qui devait faire s'adapter la loi aux nouvelles réalités technologiques. On était sous un gouvernement conservateur à l'époque qui n'est pas nécessairement pro-droit d'auteur. Et donc, on a multiplié le nombre d'exceptions dans la loi à partir de 2012, dont les exceptions dont je viens de vous parler. Donc, c'est très difficile pour les ayants droit d'aller monétiser leur droit d'auteur encore plus qu'avant. Et ça n'aide pas non plus les sociétés de gestion collective, par exemple, parce que les sociétés de gestion collective, leur existence est reconnue par la loi sur le droit d'auteur. Donc, ces sociétés-là sont on pense par exemple au Québec à Copydeck, au Canada anglais à Access Copyright, on parle de la SOCAN, etc. Alors, ces organisations-là avaient le pouvoir, avant qu'il y ait trop d'exceptions, de mettre les ressources de toutes ces personnes-là, ces titulaires de droits-là, ensemble et avaient les moyens, vu le nombre, de faire des recours ou des demandes de tarifs à la Commission du droit d'auteur. Donc, d'aller chercher peut-être des petits montants pour chacun des acteurs du secteur culturel, mais ensemble, ça commençait à valoir la peine. Avec les nouvelles exceptions, c'est plus difficile pour ces sociétés de gestion-là aussi. Donc, je parlais tout à l'heure de la difficulté à prouver ces dommages. Il y a quand même des mécanismes dans la loi qui vont permettre à la personne qui n'a pas de preuve de dommages particulières de demander ce qu'on appelle des dommages préétablis. Okay. Mais les montants sont relativement anodins, là, si on veut. Donc, pour un dommage, pour une utilisation commerciale de l'œuvre, on parle de quelque part entre 500 $ et 20 000 $. Donc, on peut très bien s'imaginer qu'à moins la petite créance, là, se défendre de nous-mêmes, là, on va dépenser plus cher en frais d'avocat que pour aller chercher 20 000 $ qui est le top. Donc, c'est décourageant pour les titulaires d'être limités comme ça. Aux États-Unis, justement, c'est très avantageux d'aller en cours pour aller chercher des dommages préétablis. Les montants sont plus intéressants. Au Canada, on est assez modeste dans nos ambitions. Ensuite de ça, c'est ça. Alors, c'est beaucoup ça, les défis il y a évidemment encore des ayants droit qui vont se regrouper pour faire des actions, mais disons que les procédures devant la Commission du droit d'auteur pour obtenir des tarifs ont été un peu essoufflées là, dans les dernières années. C'est un processus qui est très cher. Il y a des nouvelles exceptions qui s'appliquent. Les décisions sont imprévisibles.
a été difficile et les associations ont décidé de faire leurs négociations en privé plutôt que d'y aller devant la commission. Alors, plus on est puissant comme association, je dirais, plus on a un pouvoir de négociation dans l'industrie. Je pense, par exemple, aux majors américains de films vont avoir un plus grand bargaining power auprès des gouvernements, mais aussi auprès des ayants droit pour que ces ayants droit-là aient accès à leurs œuvres. Ce n'est pas le cas de tous les artisans. Donc, ça serait ce que j'ai à dire. C'est vraiment le plus grand défi pour le droit d'auteur. Oui, justement, c'est depuis tout à l'heure, vous parlez de la loi qui a été modifiée en 2012, c'est Oui. ça? 2012, ça fait quand même loin dans le Oui. temps, ça fait pratiquement 11 ans. Oui. Donc, j'ai une dernière question pour vous. On va dire depuis 2012 ou bien au cours des dernières années, quel est le top 3 des sujets requérants d'intervention d'une juriste ou d'une avocate, justement spécialisée en droit de propriété intellectuelle? Oui. En fait, il y a eu, j'ai eu de la misère à préparer cette question-là, puisqu'il y a énormément de sujets, mais je vais vous parler de ce qui, moi, m'occupe dans ma pratique à moi. Moi, on fait beaucoup dans le domaine de la production télé au bureau. Donc, les exceptions d'utilisation équitable dont j'ai parlé tout à l'heure, évidemment, on se pose ces questions-là sur une base régulière là, dans notre travail. Est-ce qu'on peut sans risque utiliser telle œuvre si on est du côté de l'utilisateur ou au contraire, est-ce qu'on a des motifs de poursuivre quelqu'un qui a utilisé sans demander la permission une œuvre? Est-ce qu'on est en présence d'utilisation équitable, etc.? Nous, on aide certains assureurs à faire de la gestion de risque et donc se pose toujours la question, surtout en documentaire, de est-ce que tout est d'utilisation équitable? Quelle est la ligne entre l'utilisation équitable et une utilisation qui devrait être rémunérée? C'est quotidien et on pense qu'il va y avoir de la pression là, dans les prochaines années pour que même l'utilisation équitable s'élargisse. Donc, je pense que ça va être intéressant aussi de voir les ayants droit vont probablement essayer de se protéger autrement, par exemple en restreignant l'accès aux œuvres par des moyens technologiques. Parce que c'est tellement facile de trouver une œuvre à quelque part et de l'intégrer dans une autre œuvre. Et c'est tellement cher pour un ayant droit de poursuivre pour une seule utilisation ou tout ça, qu'il va probablement que le défi là, va être de contrôler l'accès et que les gens payent pour l'accès, en fait, sans nécessairement payer pour le droit, que les ayants droit s'organisent en société de gestion ou autres associations pour donner un accès à leurs œuvres et rendre l'accès payant. Autrement dit, la commodité payante et de gagner leur vie avec ça. C'est ce que je vois là, qui va s'en venir. Puis avec la technologie du blockchain et avec d'autres technologies, ben, il va être possible, plus facile en fait pour les titulaires de droits d'auteur de suivre les utilisations d'une œuvre à partir, par exemple, d'un accès légal, de suivre si l'utilisation est conforme à ça, pourquoi la personne a payé ou la personne a eu accès. Donc, ça, c'est très intéressant. Ensuite, maintenant que la Commission du droit d'auteur est moins active et que poursuivre individuellement des personnes en état de contrefaçon est devenu plus complexe, les ayants droit vont trouver d'autres façons d'arrêter la violation. On en a parlé d'une, qui est de contrôler l'aspect, mais il y a aussi
l'accès, je veux dire, mais il y a aussi des entreprises qui vont faire comme des actions collectives inversées, c'est-à-dire au lieu d'être plusieurs demandeurs en action collective contre un défendeur, ils vont, une compagnie, par exemple, titulaire de droit d'auteur sur un film, va poursuivre des individus, mais dans une seule procédure, va poursuivre 2000 individus là, qui ont téléchargé illégalement, par exemple, un film avec BitTorrent ou autre, va partager des fichiers illégalement. Et donc, ce processus-là va être fait de la façon suivante, c'est qu'il y a des dispositions dans la loi qui vont permettre aux ayants droit d'obliger, par une ordonnance de la Cour, un fournisseur d'Internet à divulguer l'identité des personnes qui ont contrevenu à la loi en utilisant leur compte Internet. Donc, à partir du moment où ces personnes-là sont identifiées, il y a des milliers de gens qui sont signifiés de procédure. Et moi, je me fais appeler régulièrement par des gens comme ça qui ne savaient pas que ce n'était pas légal, BitTorrent, tout ça. Mais ça permet aux ayants droit de faire un recours qui vaut la peine. Au lieu de faire 2000 recours, ils vont faire un recours et vont aller récupérer là, des sommes pour se compenser pour le piratage des œuvres. Donc, je suis sûre qu'il va y avoir d'autres manières qui vont être développées à mesure que la technologie continue d'évoluer, qu'il va y avoir d'autres manières aussi de, entre guillemets, pogner les gens qui violent le droit d'auteur. C'est sûr que les individus qui reçoivent ces grosses procédures-là sont abasourdis, tout ça, mais souvent, c'est l'occasion de faire de l'éducation aussi. Moi, j'en représente des fois, puis c'est des personnes qui ne savaient pas que c'était pas légal, ou en tout cas. Donc, on fait de l'éducation et puis la prochaine fois, ils ne le feront pas, mais ça leur coûte un montant d'argent pour leur erreur. Je parlerai d'un dernier sujet, Chérif, qui est un sujet qui me touche dans mes dossiers. C'est pas un sujet qui est hot nécessairement depuis récemment, mais c'est que les ayants droit, souvent, quand je dis les ayants droit, je dis les gens qui sont dans l'industrie culturelle, qui sont des titulaires de droit, souvent sont mal renseignés sur même est-ce qu'ils sont titulaires de leurs droits. En matière de droit d'auteur, si je suis un employeur, je suis titulaire du droit d'auteur sur les œuvres créées par mes employés dans le cadre de leur emploi. Par contre, si je suis une compagnie ou un individu et que je sous-traite ou je donne à contrat des choses, je ne suis pas titulaire du droit d'auteur à moins d'avoir une licence ou une cession. Et il y a plusieurs entreprises, même assez sophistiquées, qui oublient cette portion-là d'avoir des contrats et bâtissent une entreprise sur des droits qu'ils ne possèdent pas. Et là, quand vient le temps de poursuivre quelqu'un, ou quand vient le temps que là, ils ne sont plus amis avec leur associé ou avec leur fournisseur ou avec toute autre personne qui n'est pas vraiment employée de la boîte, bien là, ils se rendent compte qu'ils ont un trou dans leur chaîne de titre et que ça les empêche d'agir contre des tiers dans une poursuite. Si je renverse la lorgnette, la première chose que je vais regarder quand je suis en défense, parce que ça m'arrive aussi, c'est est-ce que le demandeur a une chaîne de titre claire? Et ça arrive souvent qu'on trouve des lacunes dans la chaîne de titre. Ce n'est pas toujours fatal, mais parfois, quand les titulaires de droit sont partis dans le brume ou qu'on est en chicane avec eux, les personnes qui ont créé des choses pour l'entreprise qui sont parties en mauvais termes, par exemple, c'est dur d'avoir des sessions rétroactives. Donc, moi, je dirais, c'est toujours dans les dossiers de regarder la chaîne de titre et de conseiller les clients sur comment aussi avoir une bonne chaîne de titre. Ça, c'est quotidien dans notre pratique en droit d'auteur. Donc, voilà, je dirais que c'était ça les
peut-être les trois enjeux, mais peut-être qu'un autre avocat vous dirait autre chose. Oui. Enfin, je vous remercie, cher maître. Donc, c'était vraiment instructif et c'est vraiment intéressant. On pourrait passer des heures à parler de ce sujet-là. Oui, Oui. oui, Donc, on va clôturer pour aujourd'hui oui. en vous remerciant en premier lieu donc, d'avoir accepté de faire cette capture vidéo pour nous et pour nos membres. Ça me fait plaisir. Merci. Et on- je vous donne rendez-vous à vous, ainsi qu'à nos membres et aux membres de nos membres également, pour une jazette ouverte ce vendredi 17 mars, Oui, en compagnie de notre collègue Francis. Donc là où on pourra plus approfondir ce sujet-là à travers un débat avec nos membres. Donc, il y aura des questions et vous pouvez aussi intervenir sur d'autres sujets que dans un thème cadré. Donc, la seule chose qui me reste à dire, c'est un message à nos membres. Donc, on vous attend nombreux et nombreux. Et soyez libres d'inviter aussi vos membres à venir assister à la jazette de ce vendredi. Et merci encore une fois. ça me fait très grand plaisir. Bonne fin de journée. Merci à vous aussi.